Donc d'abord, je vais vous laisser vous présenter peut-être chacun d'entre vous brièvement, et puis après j'attaque sur le sujet en objet où tout est écrit. Finalement, on a parlé de la carte, maintenant parlons un peu du reste. À ton tour, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Marianne de Marquis, je dirige chez Swift l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et Swift, c'est l'entreprise de paiement international. Enfin, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Juste quand même redit pour ceux au cas où, un ou deux qui ne savent pas, Swift, ça fait quoi en paiement justement? Vous vous positionnez dans tout ça? Oui, donc Swift, c'est d'abord, c'est les virements de compte à compte, d'une part, et d'autre part, c'est plutôt les virements des grands corporates, des banques. Donc on est plutôt sur la partie, ce qu'on appelle wholesale que retail, même si, bien sûr, quand vous faites un paiement de votre compte bancaire vers quelqu'un ou une entreprise qui est basée à l'étranger, vous passez par Swift. Merci. Bonjour à tous, Ludovic Francesconi, donc EPI, Wiro. Je transfuge. On a un peu parlé de nous avant, voilà. Donc effectivement, j'ai passé 15 ans chez CB et j'en suis ravi et je défends toujours CB partout où je vais. EPI Wiro, je m'occupe du développement et de la stratégie pour l'ensemble des marchés. Alors aujourd'hui, on couvre 3 marchés, bientôt 5. France, Allemagne, Belgique, bientôt Pays-Bas, Luxembourg, avec le rachat de 2 solutions qui sont des solutions de poids sur ces marchés-là, donc Ideal et Peconic. Et effectivement, aujourd'hui, c'est du P2P, donc c'est l'Erasmus, disait Philippe. C'est la pizza. Et donc, mais c'est très, très important le P2P dans une solution numérique mobile, parce que c'est comme ça qu'on crée de l'adoption et qu'on crée une marque aussi, parce que Wiro, c'est une nouvelle marque, il faut l'imposer, il faut la faire connaître. Et donc, avant tout, l'utilisateur peut essayer Wiro avec le P2P. Et puis ensuite, à partir de la fin de l'année, e-commerce. Et l'année prochaine, paiement de proximité qui arrive. Voilà. Pardon, juste en quelques chiffres. Quand on dit que c'est que le P2P, c'est que la pizza, mais c'est quel volume aujourd'hui? On a 40 millions, un peu plus de 40 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme qui peuvent recevoir de l'argent sur les 3 marchés. On ne communique pas encore de chiffres d'usage. Voilà, ça viendra bientôt, sans doute après l'été. D'accord. Bon, en tout cas, je suis bien placé pour le dire. Ici, on a reçu depuis 2009 ou 2010 un nombre incalculable de gens qui avaient lancé du P2P qui sont morts. Et là, quand même, aujourd'hui, Wiro et Paylib juste avant, honnêtement, on connaît beaucoup de gens qui l'utilisent. Après, tu ne communiques pas sur les volumes, mais c'est le jour et la nuit comparé à tous ces gens qui ont essayé. C'est peut-être pas le bon moment, pas le bon momentum, pas la bonne méthode, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est une réalité. Frédéric? Bonjour à toutes et tous. Donc, Frédéric Burtz, je dirige le métier des paiements du groupe BPCE. Voilà, donc tous les paiements, que ce soit par carte, virement, Swift. Voilà. Depuis le mois de février, c'est mon job. Et par ailleurs, je suis heureux membre du conseil de direction de CB. La brillante présentation que nous en a fait Philippe. Et je suis le président de la STET, qui est la société interbancaire qui fournit l'infrastructure technique de CB notamment, qui fait aussi l'IP en France pour l'essentiel des banques françaises. Je suis le président d'un PSP qui s'appelle Pplug, qui est un PSP qui appartient à 100% à BPCE, donc permet d'avoir une bonne vision sur ce qui se passe sur les paiements en ligne parce qu'il y a un monde qui bouge aussi très très vite. Et puis membre de l'Axel. J'ai cru que tu allais oublier que tu étais au conseil d'administration de l'Axel quand même. C'est plus important que tout le reste. Et BPCE, ouais, alors je suis silent observer, mais tu as oublié de me mettre dans la liste de distribution, donc il faudra que je te rappelle. Bon, donc en gros, tu cumules les mandats. Voilà, je suis un cumulard en quelque sorte de ces mandats-là. Et puis, c'est comme j'aime à dire, le paiement, c'est ma 3e langue, hein, puisque je n'ai pas fait toute ma vie dans cet univers-là. Je suis issu des télécoms, donc j'étais
je sympathisais avec pas mal des remarques qu'a faites Philippe. Hein. Je pense qu'on a des solutions Justement, aujourd'hui qui... justement, pardon, la première question que j'ai pour vous tous, puisque tu as le micro, je te la pose. Est-ce qu'il y a des réactions? Parce qu'à un moment, il a parlé de toi quand même indirectement. Mais est-ce qu'il y a des réactions ou des oppositions ou points qu'on a pu évoquer? Sur quel point il a parlé de moi? Je sais pas. Il a dit qu'il y avait des membres dans la salle, oui, Il y a effectivement. des membres dans la salle qui n'ont pas que des cartes co-badgées, par exemple, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, je sais pas. Effectivement, quand on parle de sujets, on parle souvent de nous, mais je ne vais pas dénoncer mes autres camarades qui ont des grands réseaux aussi en France et qui n'ont pas des cartes co-badgées. Je pense que tout le monde est en train de s'engager. Tu peux le faire si tu veux. Tout le monde est... Non, je veux pas le faire. C'est dans tous les réseaux, il y en a un avec des marques, des filiales. Tout le monde va s'engager à reco-badger un temps ou l'autre. Moi, ce que je voudrais souligner dans ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est donc il y avait un plan pour CB qui s'appelait le CB 2026, hein, la vision, hein, et comme l'a dit Philippe, c'était ex post la première version de pays qui n'a pas fonctionné, et on s'est retrouvé dans CB assez en retard dans la course à l'innovation face ce qu'on appelle les ICS, donc International Card Schemes. Ça évite de dire Visa, Mastercard. Et donc, on s'est retrouvé en retard, notamment sur les propositions qui concernent la digitalisation. Et on voyait que les wallets, les paiements par wallet, etc., prenaient pas mal de place. Et donc, il y a ce travail qui a été fait. Aujourd'hui, ils payent. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on communiquera sur le fait que la courbe s'inverse pour CB, mais là, grâce au fait que les principales banques françaises désormais ont un token CB sur les wallets dits XPay, hein, Apple Pay pour l'instant, et puis bientôt Google Pay ou HeroPay, eh bien, cette courbe s'inverse. Donc, il y a à nouveau un gain des transactions et la part des transactions CB remonte. Donc, moi, je trouve que c'est super d'avoir participé à cette transformation. Et ça prouve aussi que quand il y a une volonté et une détermination, il y a des choses comme ça qui se passent et c'est hyper gratifiant. Donc, voilà, je pense que Philippe... aussi, tu l'as dit et je le souligne, la France est dans une situation exceptionnelle hein, en Europe. Hein. On est le seul pays à avoir un scheme local très très fort. Il y a peut-être que le Portugal qui est dans une situation similaire. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut, vraiment qu'on développe. Et puis quand on se compare aussi, on a en France un système bancaire avec des banques qui sont très puissantes, très fortes. Je pense qu'ils contribuent à la force de la France et à son impact. Et ça aussi, il faut qu'on continue. Alors, donc voilà ce que je peux dire sur ce qu'a dit, les commentaires que je ferai sur ce qu'a dit Philippe. Tu t'occupes quand même d'une toute petite banque de retail française. Je m'occupe des paiements. Oui, on ne parle que de paiement là. T'as pas pris la direction générale encore? Ok. Non, mais comme tu t'occupes des paiements dans ce sujet, toi, dans ta vision, tes clients, qu'ils soient retail ou B2B, aujourd'hui, concrètement, ils payent avec quoi? Je refais toujours la même question, puisqu'on a eu les chiffres donnés par Philippe de manière macro, mais toi, tes clients, les demandes, déjà, ils payent avec quoi ou avec quoi ils aimeraient payer? Je pose toujours cette question parce qu'encore une fois, quand on lit la presse, on entend les médias, ou on lit les réseaux sociaux, on peut avoir une vue un peu biaisée. Donc aujourd'hui, toi, les demandes, les usages, c'est quoi? Sur les paiements, bien sûr. Bon, le plus gros volume de paiement en valeur, c'est les virements, hein, puisque c'est toute l'activité des entreprises, l'activité des marchés. Donc là, il n'y a pas. Ça, c'est la valeur. Mais on n'est pas en retail. Là, on est pas plutôt. Voilà. Donc, sur le retail, le virement avec tout ce qui est instant de paiement, ça augmente ou pas? Hier, on a battu notre record là, le 1er juillet. Ouais, mais qui n'était pas haut. On a fait quasiment 2 millions dans la journée. Donc c'est pas mal de transactions. Par rapport à combien en carte? Je ne sais pas te dire, j'aurais dû travailler mon chiffre. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça reste quand même encore assez raisonnable. Voilà. Bon, après, en début de mois, les gens ont touché leur salaire, ils font leur équilibre entre leurs comptes, etc. Mais parce qu'il y avait de grandes ambitions pour ce dispositif. Ce sujet de virement instantané, quand on en parlait dans les années 2015, il y avait de grandes ambitions. Sur quoi? Sur les usages. En interpersonnel ou... Déjà, oui, pour le grand public aussi. Je ne parle pas pour le B2B où il y a d'autres usages, mais quand ça a été lancé, en tout cas au UK qui était pris comme modèle pour le lancer, on disait en France on pourra faire ça, ça va changer les choses, ça va prendre peut-être des parts de marché aux cartes.
pour l'instant. Bah, c'est pas un outil qui est fait pour payer un commerçant. Non, il y a pas mais ne serait-ce qu'en voilà. interpersonnel développé. Donc après, ce rail de virement, c'est celui sur lequel est fondé EPI. Hein. Donc, quand EPI va réagir. Je vais passer la parole à Ludovic, ça m'aidera. Donc le rail EPI, il va s'appuyer sur EPI, le scheme EPI va s'appuyer sur les rails IP. Et ça sera important. Mais nous, ce qu'on voit, c'est quand même les chèques qui sont en train de disparaître. Puis c'est une vraie saloperie. Hein. Alors là, sur la fraude, etc. C'est résiduel ou c'est encore des gros volumes? Parce qu'on en parle beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Bon, y en a, en France, on est les champions d'Europe du chèque. Hein. Oui, mais on l'a toujours été. Mais je veux dire. Ouais, mais non, ça a beaucoup avant, baissé. c'était énorme. Ça a beaucoup baissé. Et puis, depuis qu'on a fait DSP2, quand même, on a facilité le fait que les clients puissent saisir un IBAN, faire un virement derrière. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait attendre 4 jours avant d'utiliser un IBAN, etc. Donc, ces choses-là ont été facilitées. Il y a eu Paylib, avec la capacité d'envoyer un virement instantané à un numéro de téléphone. Donc tous ces trucs-là, ça a développé les usages de manière importante. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on est français, on a quand même des moyens de régler, de faire ces paiements qui sont super intéressants. Ludovic, qui vient de parler de toi, donc en fait, j'ai permis de basculer sur toi. Tu voulais réagir justement déjà au rail de paiement et à quels sont les usages? Peut-être si tu as des choses sur Philippe, si tu veux. Peut-être, ouais, juste une réaction rapide par rapport à Philippe. Donc, moi, je voulais juste revenir sur le sujet de la souveraineté, pour dire que effectivement, la souveraineté, c'est au niveau européen que ça doit se construire. On ne peut pas raisonner malheureusement au niveau national. Hein. Donc, même si on est un grand marché, la France est un grand marché en Europe, l'Allemagne aussi, mais il n'y a pas que des grands marchés. Mais c'est une réalité que le paiement est domestique, c'est pas une hérésie, ce que nous souligne Philippe. Tout à fait, mais je veux dire, la souveraineté, elle se construit au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, l'échelle, elle est européenne. Et donc, effectivement, nous, on travaille beaucoup sur le sujet avec nos actionnaires, avec les banques, pour faire en sorte de proposer des solutions souveraines au niveau européen, à court terme. Et donc, c'est un petit message juste pour dire que voilà, il y a d'autres initiatives de souveraineté, par exemple l'euro numérique, mais qui sont quand même très lointaines et très indécises encore. Et donc, nous, on pense qu'on ne peut pas se projeter sur la souveraineté des paiements européennes avec autant d'incertitudes et qu'il faut travailler sur des solutions concrètes, court terme aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. D'une part, en développant Wero au-delà des 5 marchés que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc on est en train, effectivement, il y en a des annonces qui vont arriver bientôt. On est en train de rallier d'autres marchés à Wero et qui vont nous rejoindre dans les années à venir. Et par ailleurs, pour les marchés qui ont des solutions qui sont déjà fortes au niveau domestique, donc par exemple l'Espagne avec Bizum, le Portugal avec MBWay, la Pologne avec Blick. Donc on a annoncé aussi qu'on était en train de travailler avec ces solutions pour établir des ponts et construire une connectivité entre les solutions pour permettre à un Allemand, quand il part en vacances en Espagne, de faire un paiement avec Wero en Espagne via Bizum, en fait. Donc on a vraiment les deux qui sont en cours. Et voilà, on ne peut pas attendre 5 ans ou 10 ans pour construire ça. Il faut le construire maintenant, parce que l'enjeu de la souveraineté, il est aujourd'hui. Voilà. Ça me mène, deux questions en rebond par rapport à ce qu'on évoquait avec Philippe tout à l'heure. Il y a eu, alors c'était pas Philippe, mais c'était quelqu'un d'autre de CB, qui s'exprimait récemment pour dire c'est super Wero, mais il faudrait peut-être pas non plus en faire un concurrent en France. C'est super que ça se développe à l'international, mais comment on fait pour qu'on soit pas en train de se faire la guéguerre sur un marché qui marche déjà? Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que c'est juste un débat d'experts sur un fil LinkedIn, tu vois, Honnêtement, voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer CB et Wero. Nous, on travaille sur un nouveau scheme, une nouvelle solution de paiement qui est complètement mobile. Donc, il n'y a pas de support physique. Hein, c'est du paiement mobile et qui est basé sur du paiement de compte à compte, instant paiement. Donc, là, je fais d'une pierre deux coups. Je rebondis sur ce que disait Frédéric. L'instant paiement aujourd'hui n'est pas adapté au commerce, aux besoins du commerce. Donc notre ambition, c'est de faire avec Wero en sorte que l'instant paiement soit ready for commerce. Donc de faire en sorte que voilà, on puisse vraiment développer les usages de l'instant paiement dans le commerce, que ce soit en e-commerce ou que ce soit en paiement de proximité.
en apportant toute la flexibilité, en couvrant les cas d'usage qui sont nécessaires, donc pas seulement les paiements instantanés, mais aussi les abonnements, les paiements différés, etc. En apportant de la gestion de la fraude, puisqu'aujourd'hui la gestion de la fraude c'est un vrai problème sur le virement instantané, en apportant de la gestion des litiges, de la protection du consommateur, etc. Donc construire vraiment un scheme, un additional layer, donc une surcouche de scheme au-dessus de l'instant de paiement, pour le faire fonctionner et pour qu'il soit vraiment prêt pour le commerce. Et en fait, pour répondre à ta question, on ne va pas révolutionner tout du jour au lendemain. Hein. Enfin, donc, oui, on a un vrai intérêt des commerçants. J'espère que les commerçants qui s'exprimeront après en parleront. Juste après la pause. Mais notez bien ce qu'il dit. Voilà. Et je pense que c'est une vraie chance d'être soutenu par les commerçants. Et donc, on fait tout pour que ça continue. Mais bon, après, l'usage, c'est le consommateur qui décide. Hein. Donc, si le consommateur il veut continuer de payer avec sa carte, il continuera de payer avec sa carte. Donc, il faudra aussi que les banques, là je me tourne vers Frédéric, aillent convaincre les consommateurs de dire je vais plus payer avec mon mobile, et dans mon mobile, j'aurai mon wallet Wero, et dans mon wallet Wero, j'aurai le choix entre ma carte. C'est là que c'est le casse-pied d'être au bord des deux institutions, parce que toi, tu es schizophrène. C'est casse-pied, ou ça veut dire que en tant que fondateur et participant des deux dispositifs, il faudra qu'un jour on dise voilà, la direction c'est celle-là. Parce qu'à un moment, il y a une question de... Pardon, je trouvais la tribune qu'il y avait sur LinkedIn assez pertinente. C'est qu'à un moment, c'est une question de stratégie. Oui, tu peux tout faire, mais tu pourrais dire, on se concentre déjà sur les pays européens, il faut développer. En France, il y a un truc qui marche. Je me remets aussi à la place du consommateur et du marchand. Parce que vous parlez tous des marchands, on en reparle dans 3 quarts d'heure. Mais je suis à la caisse. Philippe nous dit qu'il y aura une campagne payer français. Comme acheter français votre cochon, ça serait bien aussi de payer français à la caisse. Bah oui, mais là, tu m'as dit, je suis pas français, je suis européen. Donc, j'ai Wero, j'ai un drapeau européen. Quelque part, je vais botter en touche parce que, comme l'a dit Philippe, on va aussi intégrer. Nous, on a un wallet, donc Wero, alors avec une application mobile qui va se développer, l'application Wero, qui aujourd'hui est pas encore soutenue par beaucoup de banques. Hein. En France, il y a une banque qui est complètement intégrée. Oui, beaucoup, c'est à partir de 2. Hein. Voilà. Et on a les applications bancaires des banques, donc qui intègrent les fonctionnalités Wero. Donc on a les deux, et l'objectif c'est de développer les deux. In fine, donc ce wallet. T'as un truc à ajouter? Non, là il lui disait courage. Ce wallet. Non, c'est parce que c'est ce que je lui ai demandé ce matin. Ce wallet, il va permettre il va être multi-moyen de paiement. Il va permettre de payer avec sa carte, avec le compte à compte Wero, basé sur l'instant de paiement, et avec d'autres moyens de paiement, potentiellement des titres restaurants ou autres. Et donc, le consommateur, il aura le choix. Oui, donc, mais pardon, mais il y a des complémentarités qui peuvent paraître évidentes. Par exemple, tu parlais des montants tout à l'heure. En virement, je ne fais pas les mêmes montants qu'avec un SIM card. Donc, il y a des complémentarités des parcours clients sur certains cas qui peuvent paraître évidents plutôt que de se faire la guerre sur ceux où... Enfin bon. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, si on savait tout résoudre à l'avance, on l'aurait. Si ton point c'est de dire tout n'est pas résolu, je vais te dire, je veux pas te dire le contraire, mais ça avance. Mais les choses avancent. Et puis, et sinon, je pense faut qu'on laisse parler Marianne, mais je pense qu'il est intéressant de construire. Enfin, moi, je trouve passionnant dans le pays, c'est de construire un nouveau scheme sur des rails qui n'existaient pas quand le CB a été construit. Hein. Tu l'as rappelé, s'il y a 40 ans, il n'y avait pas de téléphone mobile, il y avait à peine du X25 pour transporter les transacts. Levez la main ceux qui savent ce qu'est X25. Ouais, ça permet de dater la salle. Au carbone 14. Vous avez compris que ma première carrière était dans les télécoms. Et donc, le modèle, c'était on accumulait tout dans les TPE, on transmettait ça le soir, il y avait un scheme qui gérait tout ça, et puis le lendemain, il envoyait à tout le monde les opérations qu'il fallait qu'ils fassent et comment il fallait qu'ils se compensent les uns les autres. Et c'est le scheme carte, il a 50 ans, il est en place partout, il a un réseau d'acceptation qui fait sa force, et c'est comme ça que ça marche. Et puis Dieu merci qu'il marche comme ça, parce que ça permet de faire la résilience dont tu as parlé. Quand on fait un scheme avec EPI, la partie, ce qu'on appelle la capture, hein, c'est-à-dire le moment où on paye le marchand avec
depuis le compte du consommateur aussi, eh bien, c'est un virement instantané. Donc moi, ce qui est passionnant, c'est de construire ces infrastructures. Vraiment, c'est des vraies infrastructures. Alors après, elles sont immatérielles, hein, c'est pas des usines atomiques, mais elles sont très complexes aussi. Et ce qui est génial dans EPI, c'est que cette capture qui se fait par un virement IP, elle nous simplifie la vie en matière de compensation de dingue, quoi. Alors, donc, tu vois, ça apporte des choses qui sont complètement nouvelles. Donc, on fera des petits virements parce qu'on va continuer à faire de moins en moins de cash, de plus en plus de paiements. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui payent leur baguette avec de la monnaie parmi vous. En tout cas, moi, je sais pas. Mais toi, tu boycottes. Moi, je sors ma carte pour la payer parce que j'ai un problème avec les XP des GAFA, mais perso. Et donc, mais on va faire des petits paiements aussi avec de l'IP. Et ça marche très bien. Oui. Alors, par contre, juste une question sur ça. Parce que tu parles beaucoup de la partie infrastructure, mais la partie éducation du client. On n'a pas les mêmes droits et en tant que consommateur, les mêmes usages quand on a un scheme carte et un scheme virement. Je sais pas, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un virement, je me suis trompé, on m'a dit pour le récupérer, rappelle-toi que tu peux pas, quoi. Alors, il y aura les droits qu'il y aura sur le scheme EPI, mais ça, je te laisse. Justement, Ludovic. Juste très rapidement. On peut y aller, hein. On a le temps encore. Non, mais bon, il faut laisser parler. Mais t'inquiète, c'est prévu. Mais je m'en occupe. Ce que je voulais dire par rapport à la partie wallet, donc on crée un wallet, donc effectivement, comme l'a dit Frédéric, notre concurrent, c'est pas CB sur le wallet. Notre concurrent, c'est les XP, c'est les Big Tech, c'est Apple Pay, Google Pay, enfin Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet, etc. Donc on est dans une autre dimension quelque part. Et c'est là où effectivement il faut que le client il soit convaincu que il va peut-être utiliser Wero, le wallet Wero, à la place ou en complément d'un autre wallet. Et c'est clair que là, à partir du moment où on va dans cette direction-là, le wallet, il doit être le wallet par défaut dans le téléphone. Parce que dans le téléphone, si tu n'es pas le wallet par défaut, tu n'es pas utilisé. Donc du coup, voilà, on a tous ces drivers pour créer de l'adoption et faire en sorte que l'utilisateur choisisse Wero comme wallet par défaut. Ça, c'est tout ce qu'on est en train de développer en ce moment pour 2026-2027. Et c'est clair que c'est un vrai challenge. Et c'est pas évident, mais on a les armes. Avec le soutien des banques, on a les armes pour y arriver. On va y revenir, mais juste, je ne résiste pas à une anecdote, parce qu'ayant travaillé pas mal sur NFC avec certains d'entre vous dans les années 2010 sur Orange Cash, j'ai pu voir qu'on n'a quand même toujours pas bien réglé les chaînes de mise à jour et de transmission d'informations sur la NFC, puisque j'ai pu découvrir le mois dernier, j'utilise énormément mon paiement mobile avec les X-Wallet. Donc il y en a un, c'est avec Samsung Wallet, puisque certaines cartes de banque françaises ne peuvent pas aller dans le Google Wallet, mais vont dans le Samsung Wallet. Et bien c'est marrant, depuis un mois, à chaque fois que j'utilise mon Navigo Île-de-France, je ne peux plus payer, il faut que je éteigne le NFC, que je remette le NFC. Ce n'était pas le cas avant. Donc il y a encore des jolies petites chaînes de mise à jour et de bugs qui arrivent et qui peuvent brouiller, parce que tu as beau avoir mis tout par défaut, si tu ne le sais pas, moi pendant 3 jours, je ne savais pas comment faire, j'ai essayé plein de trucs. Voilà. Bon, après, la bonne vieille méthode, t'éteins tout, tu rallumes, bon, voilà. Finalement, c'est la meilleure réparation, quoi. Mais voilà, c'est quand même encore très complexe comme chaîne. Alors Marianne, justement, Swift, par essence, vous êtes un réseau international. Donc nos petites discussions franco-françaises, franco-allemandes, tout ça, ça doit vous paraître un petit peu petit. Quelle est ta vision des problématiques autour de souveraineté globale, hein, enfin, puisque tu es quand même sur beaucoup de zones. C'est un sujet vraiment très franco-français ou vraiment européen pour le coup, ou vraiment partout, parce que malheureusement en ce moment on se tire dessus, quoi. Alors avant de te répondre, je vais quand même dire un petit mot sur Swift. Donc effectivement, Swift c'est une entreprise européenne. On est basé en Belgique, à La Hulpe, à côté de Bruxelles. Mais on a une portée vraiment internationale. On couvre plus de 200 pays. On a un réseau de 11 500 institutions financières, c'est-à-dire quasiment, enfin, toutes les plus grandes banques et institutions financières sont sur le réseau Swift, qui elles-mêmes peuvent toucher, enfin, ou en tout cas payer pour plus de 4 milliards de comptes. Donc, bon, c'est un réseau qui est immense. On est à la fois sur les paiements internationaux et sur les titres financiers. Donc, tous les paiements sur les titres financiers ou toutes les transactions sur les titres financiers, que ce soit des rachats de boîtes, que ce soit des investissements en bourse, où les gestionnaires d'actifs passent aussi par Swift.
et on soutient du coup on a été créé il y a 50 ans pour automatiser les paiements internationaux entre banques, parce qu'il n'y a pas de réglementation internationale sur les paiements. Il y en a dans chaque zone, mais il n'y a pas une réglementation internationale. Donc on doit s'adapter à chacune des réglementations. Et on a été justement créé pour automatiser tout ça et pour faire en sorte de soutenir le commerce mondial. Il y a à peu près 50% des paiements sur SWIFT qui sont liés au commerce international, donc le commerce international et la croissance mondiale. Donc aujourd'hui, on voit des très grandes tendances, et d'ailleurs on l'a un peu perçu dans tout ce que vous disiez, où jusqu'à présent il y avait plutôt une concurrence ou une frénésie d'innovation sur ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire les applications bancaires, ce qui touche directement le client plutôt particulier, mais en utilisant toujours les mêmes rails, les mêmes rails Visa, Mastercard, ou les rails State, ou les rails CB, etc. Là, en revanche, de plus en plus, on voit que l'industrie financière est en train de se fragmenter à vraiment une grande vitesse, avec notamment deux grandes tendances. Et donc, je reviendrai aussi sur ton sujet de souveraineté. Une première tendance, c'est les sujets géopolitiques. Et d'où aussi les sujets de souveraineté, et j'y reviendrai, mais non, ce n'est pas qu'un sujet français et ce n'est pas qu'un sujet européen, et tous les pays du monde entier ont ce réflexe de souveraineté. Donc on passe vraiment du multilatéralisme. Faut pas être naïf, c'est partout. Non, c'est partout, d'une part, donc les enjeux géopolitiques qui font que de plus en plus de pays, de régions veulent créer leur système de paiement internationaux, leurs liens entre régions. Donc il y a des initiatives en Asie, il y a des initiatives pas mal drivées par la Russie sur les pays BRICS qui veulent créer un nouveau réseau. Donc les enjeux géopolitiques et les enjeux technologiques. On a parlé des stablecoins tout à l'heure. Effectivement, les stablecoins, c'est une nouvelle forme de monnaie. Alors, ce n'est pas une monnaie électronique comme PayPal, mais enfin, ça reviendra au même. Philippe, tu as parlé de Alipay, WeChat Pay, mais même on pourrait parler de PayPal. C'est un peu cet univers, en fait, de paiement qui ne se raccroche pas et qui ne s'appuie pas sur le système bancaire ou sur les systèmes de paiement qui existent et qui peuvent se créer. Donc, les États-Unis sont à bloc, ils veulent déverser toutes leurs stablecoins et leurs dollars pour payer partout, en fait, et pour asseoir encore la souveraineté du dollar. Mais ces enjeux de technologie, il y a les paiements instantanés aussi, donc les systèmes de paiement instantanés partout dans le monde, il y en a à peu près 80. Donc, en fait, tous ces systèmes-là, que ce soit pour des raisons géopolitiques ou technologiques, avec les actifs digitaux, les digital assets, les stablecoins ou les monnaies numériques banque centrale, et je pourrais en reparler, créer de la fragmentation dans le système. Et fragmentation, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je te promets que je vais répondre à ta souveraineté, la question de la souveraineté. Je note. Mais la fragmentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir des systèmes qui ne se parlent plus, et dans lesquels vous ne pouvez plus échanger et payer de façon fluide fluide, et soit instantanée ou pas instantanée, mais de façon fluide. C'est comme si... Pour toi, il y a une diminution de l'interopérabilité, en fait. On avait fait des systèmes interopérables, et là, de plus en plus, chacun... De plus en plus, on diminue l'interopérabilité. C'est comme si... Je vais faire une analogie, je ne sais pas si c'est la meilleure, parce que tu en avais donné une bonne, sur les distributeurs les DAB. Mais moi, je donnerais une analogie sur les téléphones. S'il n'y avait pas d'interopérabilité avec les téléphones, on serait obligé de se balader avec une dizaine de téléphones, parce que si on reçoit un appel d'un tel qui a, qui a notre réseau... C'était le cas au début, on ne payait pas le même prix quand on appelait le même réseau. Donc ça crée évidemment des coûts. On a fait une étude récemment, on a fait faire une étude par The Economist, par tout un tas de modèles économétriques des universitaires qui ont travaillé sur le sujet, et qui montrent qu'une diminution de la fragmentation financière
et donc qui entraîne une diminution de l'intégration économique et pourrait entraîner, si on continue sur cette même lancée de multiplication de systèmes non interopérables, avoir un impact phénoménal sur le PIB mondial de 6%, c'est 6 500 milliards, et à peu près 280 millions de jobs qui ne seraient pas matérialisés à cause de ça. Parce que le commerce international, les paiements internationaux, le commerce international, la fluidité internationale, des mouvements financiers internationaux, c'est ce qui a porté la croissance économique depuis ces 50 dernières années. Et pour revenir sur ces sujets de souveraineté, alors j'étais à la BCE la semaine dernière et j'ai pu parler avec certains dirigeants comme Piero Cipollone ou Isabelle Schnabel ou encore Evelyn Whitlock, qui est la patronne du projet Digital Euro. En fait, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, effectivement, on a en Europe des pays, alors c'est pas le cas de la France, mais on a des pays qui n'ont que Visa et Mastercard. Demain, Trump se réveille en disant, voilà, pour une raison ou pour une autre, parce que les négociations avec l'Europe n'aboutissent pas, ou j'en sais rien, on n'a plus de, voilà, Visa et Mastercard. Juste parce qu'il a mal dormi. Visa, Mastercard, c'est fini en Europe. Il y a plein de pays européens qui ne peuvent pas payer aujourd'hui. Donc il y a des initiatives comme Wero, mais aujourd'hui vous couvrez que 13 marchés, il y en a 27 à peu près. Je ne sais pas si je me trompe, un peu moins, mais peut-être que vous allez en couvrir un peu plus. Mais bon, il y a 27 pays en Europe. Donc c'est des vrais enjeux. Et quand on comprend ces enjeux de souveraineté, on comprend le projet Digital Euro, même si il y a des avis contre, il y a plein de sujets de coûts. Il y a récemment une étude qui a été faite par PwC, sponsorisée par les associations bancaires, qui montrent que le coût du projet Digital Euro, c'est 400 millions pour le CB, mais c'est entre 20 et 30 milliards pour les banques. Donc effectivement, c'est monstrueux en termes de coûts et c'est de l'innovation qui ne va pas aller ailleurs, mais c'est un vrai sujet pour la souveraineté européenne. Et c'est vrai partout, en fait. Moi, j'étais récemment à Dubaï, dans les Émirats, Arabes Unis, et donc Dubaï, Abu Dhabi, etc. Et c'est absolument incroyable la vitesse de changement, les innovations et la force de la Banque centrale dans ces pays, c'est eux qui drivent tout, pour effectivement se rendre souverain, faire en sorte de s'affranchir, y compris de SWIFT, de systèmes qui considèrent complètement européens, même si on a une gouvernance mondiale, mais bon, on est quand même logé en Europe, et donc on se doit d'être compliant avec de se rendre conforme avec les réglementations européennes. Donc voilà, donc ça c'est un sujet. Et nous, dans tout ça, on est, je pense, notre ADN, c'est l'interopérabilité, justement. On fait en sorte de rendre compatibles des paiements dans tout le monde entier, de rapprocher l'Europe du monde et vice-versa. Et donc notre rôle dans tout ça sera encore d'assurer l'interopérabilité. Donc très bientôt, on va annoncer justement une possibilité d'avoir une sorte de connecteur qui permettra de se connecter au digital asset, donc au stablecoin ou autres actifs numériques, avec actifs numériques régulés, donc actifs numériques financiers en tout cas, ou monétaires, et de faire en sorte que ces actifs-là, s'il y a un digital euro ou un stablecoin euro ou un stablecoin US, puissent se parler avec les systèmes fiat qu'on connaît déjà. Beaucoup de choses en quelques minutes, mais il faut parce fallait rattraper fallait rattraper les garçons. Voilà, non, mais exactement. je trouve ça fascinant parce que d'ailleurs tout à l'heure, je me permets, j'ai évoqué un petit souvenir, j'en évoque un deuxième. Donc en 94, je suis rentré en école d'ingénieur et en 97, je suis parti faire ma copée à Singapour, à l'époque où on parlait de l'OMC, de Pascal Lamy et du monde est un village. Et depuis quelques années ici, on a déjà eu l'occasion de discuter du fait que c'est un peu fini tout ça. Et là, on a un truc très très concret. 6% de PIB, plus d'interopérabilité, voilà les gens qui se replient sur eux-mêmes, juste tout le contraire de ce sur quoi certains d'entre nous ont bâti leur carrière. Et donc, c'est du concret. Donc, ce que tu dis, c'est dans ce qu'on voit concrètement aujourd'hui, c'est les digital euros, ils existent déjà dans certains pays, parce que Philippe le rappelait, en Chine, ça marche pour de vrai, c'est pas arrêté du tout. Tu parles de certains pays au Moyen-Orient. Nous, c'est quand même une vraie direction. Je vous invite encore à écouter l'interview d'Éric Lacourrège. C'est l'objectif 2030. Après, est-ce que tout le monde sera capable de le faire, de payer, d'aller à la direction? Mais c'est une réponse à la souveraineté. Pour revenir à SWIFT plus particulièrement, la
plus gros nombre de vues sur le Paris FinTech Forum, qui est mon activité où je gagne un peu de sous, parce que ici, je vous adore, mais vous voulez pas me payer. Le plus gros nombre de vues que j'ai sur Internet, c'est sur l'interview entre le directeur de Swift et, à l'époque, et le patron de Ripple. Ça a généré un nombre d'échanges, parce qu'il y a les très pour et les très contre, et tous. Et d'ailleurs, il s'est très bien tiré, plutôt le patron de Swift ce jour-là, parce qu'il n'était pas écrasé par la masse de communication de notre ami chez Ripple. Mais il y avait quand même beaucoup c'était en 2018. Il y avait beaucoup d'attentes, ou même de Cassandre qui disait non mais Swift faut pas tenir. Il y a tous ces nouveaux systèmes qui arrivent. Swift, on est encore en train de faire des fax entre certains maillons de la chaîne, les banques correspondantes et ceci et cela. Ça fait des semaines à faire un virement. Je comprends toujours pas quel champ il faut remplir. Et de l'autre côté, c'est facile, je t'envoie un XRP, il n'y a qu'à Faucon. On est 8 ans plus tard. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous avez beaucoup plus digitalisé vos services? Est-ce qu'il y a toujours des grandes chaînes de fax au milieu? Non. Non, alors déjà, effectivement, on a les rails Swift, parce qu'on parle des rails, c'est un réseau. Le réseau Swift est extrêmement efficient. Il n'y a pas de sujet sur ça. C'est à 90% de toutes les transactions qui passent sur notre réseau qui sont faites en moins d'une heure. Donc quelques-unes, enfin plein en quelques secondes, en quelques minutes, en moins d'une heure, sur le monde entier. Et on fait 50 millions de paiements par jour, mais c'est 30 000 milliards par jour. C'est le PIB mondial tous les 3 jours sur notre système. Et tout ça passe en moins d'une heure, 90%. Le problème, ce n'est pas le réseau SWIFT, ce n'est pas l'interbancaire. Le problème, il est ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire au moment où donc 90%, donc en moins d'une heure, arrive à la banque du bénéficiaire, mais c'est au niveau du pays où se trouve la difficulté. Soit on a des sujets réglementaires, ce qu'on n'a pas en Europe, j'y reviendrai. Mais donc des sujets réglementaires qui font qu'à un moment donné, le paiement, il y a des sujets de conformité additionnels, etc. Les banques doivent rechecker, etc. Soit on a des sujets de contrôle d'échange dans plein de pays. J'étais en Afrique du Sud il n'y a pas très longtemps, là il y a quelques semaines. Vous envoyez un paiement international en Afrique du Sud, mais je parle de l'Afrique du Sud parce que j'y étais, mais c'est vrai dans beaucoup de pays non occidentaux ou non développés, disons plutôt, ou qui n'ont pas une infrastructure de paiement hyper développée, ou une monnaie d'échange libre. Vous envoyez un paiement international en Afrique du Sud, le conseiller bancaire doit appeler le bénéficiaire, donc la personne qui doit recevoir les paiements, pour savoir pourquoi il a reçu ce paiement. Donc voilà, avant de faire un paiement international, donc c'est ces sujets-là. En Europe, on n'a pas ces sujets, on n'a pas de contrôle de change, on n'a pas de réglementation particulière, on n'a pas des pratiques de marché comme au Japon où on doit screener toutes les transactions internationales avant de les créditer. En Europe, on a aussi des sujets plus au niveau des banques. Et donc là, on est en train de travailler avec chacune des grandes banques pour leur montrer, en Europe, c'est 58% des transactions qui sont effectuées en moins d'une heure. Et pourquoi je dis le moins d'une heure? Parce qu'on soutient l'agenda du G20. Donc les pays du G20 se sont penchés sur les paiements internationaux parce que qui dit paiements internationaux rapides, transparents, moins chers, dit croissance économique plus importante. Le G20, c'est 75%. C'est le target, c'est 2027, 75% des transactions devraient être réalisées en moins d'une heure. Bon, on en est pas loin, mais on n'en est pas là encore. En France, ne serait-ce qu'en France, c'est 58%, ou 53%, c'est 58% en Europe. Pourquoi? Parce que les banques doivent améliorer leur système. Donc Philippe disait que les systèmes ne sont pas encore real-time, mais c'est une réalité. Et de plus, donc nous, on est là pour faire prendre conscience aux banques de ce sujet. Il y a déjà beaucoup de banques, y compris en France et en Europe, qui ont commencé à revoir leur process pour améliorer les paiements. Donc non, c'est pas un sujet d'efficacité du réseau. Et Ripple, donc c'est les stablecoins, etc. Non, c'était un exemple, mais c'est pas ces sujets-là qui nous font. Enfin, c'est pas forcément ça qui va faire que Swift n'a plus de valeur. Je veux dire, nous, on sera là pour se connecter justement à ces systèmes. On sera le réseau des réseaux. Parce que tout le monde disait qu'ils allaient vous désintermédier. Ce que tu dis, c'est qu'on crée des connecteurs finalement. Exactement. Donc c'est une opportunité business. Et les paiements, enfin, vous le savez mieux que quiconque, hein, c'est une économie de réseau.
Et c'est comme Facebook. Si vous avez 3 personnes sur Facebook, ça marche pas. Ça marche parce qu'il y en a 2 milliards. Bon, ben c'est la même chose en fait. Et donc, avant qu'un nouveau système de paiement puisse avoir le scale et le reach de Swift, et aussi la résilience, parce qu'on ne parle pas du tout de ces sujets, mais la résilience, c'est énorme. La cybersécurité, la résilience. Nous, on a 3 data centers avec complètement redondants, c'est-à-dire vous avez 2 étages, c'est un premier étage dans chaque bug, il y en a un second, etc. Tout ça, c'est pas juste sur un coin de table que ça se fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'infrastructure. Et c'est pour ça qu'on parle d'infrastructure. Et alors, pardon, on a rattrapé le temps. Comme on a bientôt fini, je voulais juste revenir aussi sur des sujets, parce que l'infrastructure, elle doit servir des usages. Frédéric, aujourd'hui, dans les usages, s'il y en a, innovants, ou sur lesquels que tu disais que vous avez racheté des fintechs, mais aussi tout simplement ce que vos clients et vos agences remontent, c'est quoi les usages que les clients finalement réclament, plébiscitent, ou finalement il n'y en a pas et c'est plutôt toujours une offre, c'est de l'offre, on leur pousse et on verra ce qu'ils prennent. Je parle de nouveau, je ne parle pas de ce qui existe déjà. Tu vois, c'est pour ça qu'on aurait dû préparer les questions à l'avance. Non, moi, ce qu'on constate, et c'est que moi, je pense que le gros driver qu'on a là dans les usages, c'est le remplacement du cash par des paiements par carte, et par carte qui est dématérialisée dans des téléphones, des montres. Voire ce qu'on appelle du card on file en ligne. Donc c'est ça qu'on voit beaucoup dans les usages. Donc moi, en tant que processeur de paiement, c'est bien pour mon business, parce que plus il y a d'opérations, plus je gagne d'argent. Donc c'est vraiment la tendance qu'on voit. Et voilà. Et puis une attente aussi sur la lutte contre la fraude, puisque je pense que en tant qu'émetteur de moyens de paiement, ça fait vraiment partie de notre engagement réglementaire, mais aussi moral vis-à-vis de nos clients, de mettre le paquet là-dessus. Donc on fait beaucoup de progrès sur le sujet. Et la manière dont les clients sont manipulés est de plus en plus chiadée aussi. Donc voilà, moi je pense que c'est les deux choses qui. Et puis on l'a dit, je le redis, puisque ça va être les mots de conclusion, mais on a un enjeu d'avoir des portefeuilles qui soient, enfin des wallets qui soient pas que ceux des GAFA. Je pense que c'est le grand enjeu auquel il faut qu'on s'adresse aujourd'hui. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Marianne, sur les virements internationaux en moins d'1 heure. Je suis moins sûr que le G20 aura toujours la force de le pousser, puisque bon, avec la Russie et la Chine dedans, c'est pas complètement évident par les temps qui courent, mais ça reste un objectif qu'il faut atteindre. Ludovic, un dernier mot? Je n'ai pas une question spécifique, là je regardais l'heure. En fait j'en avais une, mais elle était pour Frédéric, et surtout qu'il vient de me dire dans la même phrase le mot processeur et le mot lutte contre la fraude. Si on n'était pas en retard d'1 minute, je t'aurais posé une question sur Worldline, mais on ne va pas la faire. Donc merci à tous, et j'avais promis que je le citerais. Merci à tous, je vous remercie beaucoup de votre participation. Vous pouvez les applaudir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est forcément frustrant, 3 personnes sur 45 minutes, mais l'avantage c'est que maintenant vous avez la pause, que 15 minutes. Vous pouvez leur poser des questions, et aussi au déjeuner. Merci, on se retrouve ici dans 15 minutes max. Oui.